Bonjour à tous! La plupart des gens connaissent les grandes lignes de la vie de Nikola Tesla. Ses travaux sur l'énergie électrique, ses grandes inventions, mais aussi la façon sournoise que Thomas Edison a eu de s'accaparer des travaux de Tesla et de tout faire en son pouvoir pour éviter que ce dernier ne réussisse son projet de fournir de l'électricité gratuitement à toute l'humanité. You couldn't handle my gifts with your greedy little mind. What's inside mine was ahead of its own time. You did not steal from me, you stole me from mankind. Et si je vous disais qu'il existe des travaux de Nikola Tesla qui sont tellement avancés qu'aujourd'hui encore, ils ne sont que très peu analysés et encore moins remis en cause. Vous penseriez peut-être que j'exagère? Et pourtant. En l'an 1900, Tesla écrivit le livre « Le problème de l'intensification de l'énergie humaine ». Et bien qu'il eût déjà démontré son ingéniosité depuis son arrivée aux États-Unis, ce livre le fit passer pour un savant fou et fut considéré par ses pairs comme étant la plus grosse erreur de sa carrière. Et plus de 100 ans plus tard, ce livre n'a encore jamais été édité en français et il faudra attendre 2004 pour qu'une première traduction soit faite et soit disponible dans un livre qui compile tout ce qu'il a fait dans sa vie. Donc vu à quel point ses recherches sont presque toujours aussi ignorées, j'ai l'impression que le regard que porte la science sur ses recherches n'a pas vraiment changé. Et c'est très dommage. Face à une telle injustice, je me sens obligé de mettre en avant ce qu'il a été le premier à penser, puis de voir si, ensemble, à partir des informations que nous disposons et qu'il n'avait pas à son époque, il est possible d'améliorer et de continuer ce qu'il a commencé. C'est parti! Alors, la première chose à comprendre, c'est que Tesla voyait de l'énergie à extraire absolument partout. Dans la Terre, l'eau, l'air, les éclairs, le soleil et même l'espace. Il prédisait que l'être humain allait un jour avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir extraire l'énergie cinétique qu'il y a partout dans l'univers. Et je pense que le temps montrera qu'il avait vu juste, et je pense donc que toutes les personnes qui pensent que l'humanité manquera d'énergie quand il n'y aura plus de pétrole se trompent lourdement. L'énergie n'est pas un problème, c'est la connaissance le problème. L'énergie sur Terre, il y en a absolument partout. Et il y avait un autre endroit où il voyait de l'énergie, c'était chez les êtres vivants. Et c'est de ce concept-là dont on va parler dans cette vidéo. Il faut comprendre que toute matière, tout organisme est déjà composé d'énergie. C'est d'ailleurs le principe même de la formule célèbre d'Einstein, E égale mc2. Toute matière est intrinsèquement liée à de l'énergie. Il y a donc de l'énergie en vous, en moi, dans les vêtements que je porte, dans tout ce qui m'entoure, il y en a partout. Mais Tesla va aller un peu plus loin que ça. Pour lui, tout comme une machine qui est déjà elle-même composée d'énergie a besoin d'énergie pour être en mouvement, alors un être vivant, qui est déjà lui-même composé d'énergie, a besoin constamment d'une énergie pour être constamment en mouvement. Et cette énergie a pour fonctionnalité de permettre la survie de son utilisateur. Cette énergie initiale, par simplification, je l'ai appelée la peur. Et Tesla va aussi expliquer que quelque part pendant la préhistoire, une énergie va permettre à l'être humain de complexifier ses émotions, de développer des sentiments de plus en plus nobles et de sortir de son caractère sauvage. Cette énergie, il va l'appeler l'énergie humaine. Mais personnellement, je préfère appeler cette énergie l'amour. Non pas par simplification cette fois-ci, mais parce que je considère l'amour comme n'étant pas exclusif à l'espèce humaine. Mais ça, je ne le développerai que dans une autre vidéo. Et donc tout le long de cette vidéo, à chaque fois que j'utiliserai le mot amour, vous pouvez le remplacer par l'expression énergie humaine. C'est vous qui choisissez. Et Tesla va aussi expliquer que malgré que la peur et l'ignorance vont être un frein à l'intensification de l'amour, l'amour ne va jamais cesser de s'accroître. Et il va prédire, sans même bénéficier de données statistiques, juste à l'intuition j'ai l'impression que l'un des effets de cet amour grandissant est qu'il n'y aura de moins en moins de guerres et donc de moins en moins de victimes de guerre. Et en effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a connu aucune guerre et on pense souvent à tort que de par la Première et la Seconde Guerre mondiale, le XXe siècle a été particulièrement meurtrier, alors qu'en réalité, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que proportionnellement, le XXe siècle a été moins meurtrier que le XIXe, que le XIXe a été moins meurtrier que le XVIIIe, et ainsi de suite. The red bars correspond to the likelihood that a man will die at the hands of another man as opposed to passing away of natural causes in a variety of foraging societies. The tiny little blue bar in the lower left-hand corner plots the corresponding statistic from the United States and Europe in the 20th century, includes all the deaths of both world wars. If the death rate in tribal warfare had prevailed during the 20th century, there would have been 2 billion deaths rather than 100 million. Avant de passer à la suite, j'ai envie de vous partager quelque chose qui me fait marrer. C'est qu'il y a à peu près un an,
avant que je lise le livre dont on est en train de parler, j'avais réalisé une vidéo où je présente les idées dont on est en train de parler. Et quand j'ai présenté cette vidéo à des communautés majoritairement scientifiques, je me suis fait rejeter par absolument tout le monde. Donc je vous laisse imaginer l'immense satisfaction que j'ai pu ressentir quand, quelques semaines plus tard, en lisant ce fameux livre, j'apprends qu'un certain Nikola Tesla avait déjà mis par écrit un siècle plus tôt les idées que je présentais en format vidéo. Ça m'a fait plaisir et ça m'a encouragé de continuer sur cette voie. I'd say focus on signal over noise. Et donc les idées dont je vous parlais juste avant, dans cette vidéo, je les présente sous la forme d'un graphique que voici. Alors ce graphique, je vous laisse vous familiariser avec parce qu'on va s'en servir plus tard dans la vidéo. Aussi, prenez en compte que l'expansion de l'amour et la diminution de la peur ne se fait pas de façon linéaire. Si je le dessine comme ça, c'est juste pour le simplifier. Vous allez comprendre plus tard pourquoi c'est important de le préciser. Et donc à partir de maintenant dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 résultats de Tesla qui m'ont surpris. Alors le premier résultat de Tesla qui m'a surpris, c'est que dans son chapitre « La source de l'énergie humaine », qu'on pourrait traduire par « La source de l'amour », il dit, sans aucune explication, que le soleil est le ressort qui fait tout avancer. Le soleil entretient toutes les vies humaines et fournit aux hommes leur énergie. Alors, la première fois que j'ai lu ça, ma réaction a été de faire « What the fuck ?» parce que je n'étais pas du tout arrivé à cette même conclusion. Mais je pense que quand on est face à une information qui diffère de ce que l'on pensait, voire même que l'on ne comprend pas, la meilleure chose à faire est de trouver le moyen de valider cette information et de voir si, en faisant ce travail, il n'y a pas de contradiction. Et c'est ce que j'ai fait ici. Tu dis qu'en science, il faut reconnaître ce qu'on ignore. Et donc, dans le but de valider la théorie de Tesla, je me suis mis à m'intéresser à une discipline que je ne connaissais pas, la thermodynamique. Et en m'y intéressant, je me suis rendu compte d'une chose, Tesla a très probablement raison. Mais donc, qu'est-ce que la thermodynamique ? Pour faire très simple, c'est une science qui a été découverte par le physicien Nicolas Léonard Sadi-Carnot, qui consiste à étudier l'énergie thermique et ses transformations. Il comprend qu'une différence de température peut produire une puissance motrice, et cette découverte permettra la révolution industrielle du 19e siècle. Mais l'énergie thermique qui nous intéresse ici, c'est bien évidemment l'énergie solaire. Tout d'abord, rappelons une loi physique de Lavoisier que vous connaissez sûrement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette loi s'applique bien évidemment pour toutes les énergies, incluant donc l'énergie solaire. On ne peut pas consommer d'énergie en fait. Elle est tout le temps là ? Et il y en a autant à la fin qu'au début. Si vous roulez en voiture par exemple, vous mettez 1 litre d'essence dans votre réservoir, il y a de l'énergie qui est concentrée sous forme chimique en l'occurrence. Vous roulez, ça fait de l'énergie cinétique, vous allumez vos phares, vous chauffez l'atmosphère, vous chauffez la route. Et à la fin, il y a autant d'énergie qu'au départ. Vous avez simplement transformé sa forme. Et dans ce livre, Thermodynamique de l'évolution, que je trouve excellent et que je vous recommande si le sujet vous intéresse, François Rodier nous explique très bien comment l'énergie solaire, en arrivant au contact de son nouvel environnement, la Terre, s'auto-organise en se transformant en structure pour perdurer. Un peu comme si l'énergie solaire était déjà un peu vivante en soi. Ou un peu comme si, entre le vivant et le non-vivant, il n'y avait pas tant de différence que ça. Et en fait, les premières cellules qui sont apparues il y a 4 milliards d'années sont la conséquence d'une transformation d'énergie en structure. Des structures qui se sont complexifiées de plus en plus avec le temps, dont certaines sont devenues ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur montre qu'entre les premières cellules qui s'organisent en un organisme multicellulaire et les humains qui s'organisent en société, au final, il n'y a pas tant de différence que ça. Certes, on se complexifie depuis 4 milliards d'années, mais on se comporte exactement de la même façon. On s'auto-organise en structure pour trouver le meilleur moyen d'exister et de perdurer en fonction de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Je sais que mon explication était un peu rapide, mais je voulais juste montrer que la thermodynamique, c'est vraiment ce qui permet de conceptualiser comment la Terre, en quelques milliards d'années, est passée d'une planète inhabitée à une planète grouillant d'une multitude d'espèces en bénéficiant d'un flux énergétique constant provenant initialement du Soleil. Et à partir de ce principe-là, on pourrait très bien imaginer que l'amour serait aussi la conséquence d'une transformation d'énergie. Alors certes, cette transformation ne se ferait pas directement du Soleil à nous-mêmes, mais elle passerait d'abord par plusieurs étapes de transformation. Elle se ferait à partir des aliments que nous mangeons, de l'eau que nous buvons, de l'air que nous respirons. Tous ces éléments sont d'ailleurs eux aussi la conséquence d'une transformation d'énergie.
Ce que je viens de dire ne présente aucune contradiction avec les lois actuelles de la thermodynamique. Et ce que je viens de dire, c'est exactement ce qui validerait la théorie de Tesla, indiquant que le soleil est la source de l'amour. Le gros problème, parce qu'il y en a forcément un, c'est qu'avec l'amour, on rentre dans le domaine de l'invisible. Et ça, la science, elle n'aime pas trop. J'en ai déjà fait les frais. Le fait que la matière qui nous compose provienne initialement du soleil, on le sait, parce que c'est visible. Mais le fait que l'amour provienne initialement du soleil, on ne le sait toujours pas, parce que c'est invisible. L'amour n'est à ce jour toujours pas reconnu scientifiquement. Et c'est très dommage. C'est quoi l'amour, pour vous? Alors là, ça j'en sais rien. Mais personnellement, je pense que ce n'est qu'une question de décennies avant que la science ne brise cette limite entre le visible et l'invisible. Et donc je pense que ce n'est qu'une question de décennies avant que la théorie de Tesla indiquant que le soleil est la source de l'amour ne soit validée. Et dans le cas où ça se produit, cela voudrait dire que ce mec a eu littéralement 1,5 siècle d'avance sur son temps. Belle performance. L'excellent Hubert Reeves rappelle que nous sommes tous de la poussière d'étoiles, du point de vue atomique, c'est tout à fait exact. Ceci étant dit, je vais maintenant vous présenter la deuxième théorie de Tesla qui m'a surpris. C'est quand il dit que l'expansion de l'amour est freinée par des forces de freinage qui sont la peur et l'ignorance. Et pour moi, ceci n'est vrai que dans une période de temps relativement courte. Donc dire que l'expansion de l'amour est freinable peut amener, je pense, vers une restriction de connaissances. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Tout d'abord, il y a une phrase qu'il dit que je trouve très juste, qui est « Bien que libres de penser et d'agir, nous sommes reliés entre nous comme les étoiles dans le firmament, par des liens résistants à toute épreuve. Ces liens, nous ne pouvons pas les voir, mais les ressentir. » Ce qu'il veut dire par là, et dans tout ce chapitre, c'est que les actions d'une personne vont amener une autre personne à avoir des actions différentes, et que les actions de cette même personne vont amener une autre personne à avoir des actions différentes, et ainsi de suite. Et donc, tous ensemble, on forme un tout qui avance ensemble. Et je pense donc qu'il existe un algorithme que je n'arrive pas à définir, mais dont je peux au moins vous présenter les grandes lignes. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour vous communiquer le fond de ma pensée, c'est de commencer par dire une phrase que vous avez forcément déjà entendue quelque part. Ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Cette phrase laisse sous-entendre que ce qui nous fait du mal nous rend plus fort. Mais est-ce que ce qui nous fait du mal nous rend nécessairement plus fort? La souffrance, par exemple, pour moi, c'est ce qui nous ronge dans l'intérieur. C'est l'émotion que l'on ressent quand on se laisse animer par la peur dans une situation qui n'a pas lieu d'être. Cette souffrance ne nous tue pas, mais elle ne nous rend pas plus fort pour autant. C'est même l'inverse. La souffrance, dans le but d'anesthésier notre mal-être, va nous pousser à agir dans le but de contrôler, rabaisser, voire même détruire l'autre. Il y a d'ailleurs un personnage de fiction qui explique ce procédé bien mieux que moi, c'est Maître Yoda. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Dans cette phrase, le ce, c'est eux, ce n'est pas la souffrance, c'est autre chose. Et pour moi, cette autre chose, c'est l'émotion que l'on ressent quand on subit la souffrance. Quand on subit les événements extérieurs, qui sont d'ailleurs majoritairement causés par des personnes vivant justement dans la souffrance. Et cette émotion, c'est la douleur. Et la douleur, certes tout comme la souffrance, est une émotion négative que l'on n'aime pas ressentir. Sauf que la douleur, contrairement à la souffrance, est une émotion qui va nous pousser à être plus animés par l'amour et à développer des qualités. Là où la souffrance va rendre une personne de plus en plus mauvaise, la douleur va amener une personne à être de plus en plus bonne. Cette phrase-là, pour être plus précis, il aurait fallu dire « La douleur ne te tue pas et te rend plus fort ». Voyez la souffrance comme étant le déclencheur d'événements destructeurs et voyez la douleur comme étant une réaction à la souffrance permettant la construction et l'amélioration. Et ce que je pense, c'est que quand on considère l'ensemble d'une population dans un intervalle de temps relativement long, le taux d'amour diminué par la souffrance sera toujours inférieur au taux d'amour augmenté par la douleur. Je m'explique. Pour mieux visualiser ce que je viens de dire, reprenons le graphique que je vous ai montré en début de vidéo. Sauf que vous ne devez pas imaginer la diminution de la peur et l'expansion de l'amour de façon linéaire et simplifiée comme c'est le cas ici. La vie n'évolue pas de cette façon. Alors faisons un zoom. Voilà. Sauf que, au lieu d'une ligne droite, vous devez imaginer une multitude d'oscillations avec une périodicité variable évoluant dans une direction. Et ce que je pense, c'est que quand on considère un intervalle de temps relativement long,
le taux d'amour perdu dans cet intervalle sera toujours inférieur au taux d'amour gagné dans ce même intervalle. Alors, je sais qu'on pourrait imaginer des conditions tellement extrêmes où la peur serait tellement forte qu'elle rendrait une population incapable de remonter toute la pente, et donc dans ce cas-là, on pourrait dire que l'expansion de l'amour serait freinée. Mais pour moi, ce scénario ne peut pas se produire. Parce que tout comme la souffrance chez une personne A ne fera que déclencher de la douleur chez une personne B, alors plus de souffrance chez une personne A ne fera que déclencher plus de douleur chez une personne B. Et donc, quand on reconsidère un ensemble, que l'expansion de l'amour fasse ce chemin-là ou ce chemin-là, au final, l'expansion de l'amour passera par les mêmes points et aura été la même. Alors je sais qu'on pourrait se demander pourquoi, malgré les guerres et les conflits, malgré les oscillations, l'humanité parvient toujours à progresser dans un intervalle de temps relativement long. Alors ça, je l'explique dans la vidéo que j'ai faite juste avant, où je développe une théorie dont je suis très fier. Le besoin d'amour est en expansion. Alors, pour vous expliquer très rapidement cette théorie en n'ouvrant qu'une seule porte d'entrée, il faut comprendre que le besoin est une astuce que la vie a trouvée pour nous pousser à avoir l'apport énergétique que le corps recherche. Notre besoin de nourriture nous pousse à manger. Notre besoin d'eau nous pousse à boire. Et plus notre besoin en quelque chose sera fort, plus on sera contraint d'obtenir ce quelque chose en forte quantité. Et cette astuce ancestrale que la vie a toujours utilisée, je pense très fortement qu'elle est en train de l'utiliser aussi pour l'amour. Et je pense donc que depuis que l'être humain a été capable d'aimer, son besoin d'amour n'a jamais cessé d'augmenter pour le contraindre à aimer toujours plus. Et ce que je pense aussi, c'est que la courbe du besoin d'amour en expansion évolue sans faire d'oscillation et ressemble à quelque chose comme ceci. Et au final, la courbe de l'amour en expansion évolue en fonction de la courbe du besoin d'amour en expansion qui trace une sorte de chemin à suivre dont on ne peut pas trop s'en éloigner. Nous sommes certes libres de penser et d'agir, mais nous restons encadrés par nos besoins. Dans l'époque où on vit, je pense que vous êtes d'accord pour dire que notre monde s'effondre, qu'on se situe quelque part par là. Mais je vous garantis, et vous allez sentir intuitivement que ce que je dis est vrai sans même avoir besoin que je le démontre, que le taux d'amour actuel sur Terre n'ira jamais plus bas que le plus bas atteint durant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui explique ce phénomène, pour moi, sur le plan énergétique, c'est justement principalement le besoin d'amour en expansion, plus le mécanisme souffrance-douleur dont on a vu juste avant. L'expansion de l'amour ne peut pas être freinée. Même le pire des dictateurs, le pire des systèmes, ne peut freiner l'expansion de l'amour. Il pourra certes faire baisser le taux d'amour à un stade relativement bas, mais il ne pourra pas freiner son expansion. C'est un combat perdu d'avance. Et en fin de compte, elle ne fait que passer, cette ombre. Même les ténèbres doivent passer. Un jour nouveau viendra. Et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. Après, dites-vous que même si, à mes yeux, les théories que j'avance ne présentent aucune contradiction, il n'y a à ce jour aucun moyen de les vérifier. Aussi, m'appelant moi-même Nicolas, je vous avoue que je serais ravi d'apporter ma pierre à l'édifice à des travaux injustement ignorés et oubliés d'un Nicolas que j'admire beaucoup. Mais ça, seul le futur et les avancées scientifiques permettront de le dire. Et si un jour une avancée ou une découverte montre que je me suis trompé, ma seule réaction, à part d'être forcément déçu, sera de l'accepter. Et de tout de suite, voir si ce nouvel élément à prendre en compte peut m'amener vers des réflexions que je n'avais pas faites auparavant. Je ne cherche pas à avoir raison en protégeant mes croyances. J'essaye juste de comprendre notre monde du mieux possible à partir des informations que mon époque me permet d'obtenir. C'est tout. Et pour finir, j'ai envie de vous lire une phrase qu'il dit que j'aime beaucoup. La force d'impulsion, elle, peut être intensifiée à l'infini. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Là où pour moi il existe des mécanismes pour éviter que l'expansion de l'amour ne soit freinée, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher à l'amour de continuellement s'intensifier. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, que Tesla voulait fournir de l'électricité gratuitement à toute l'humanité. C'est parce qu'il voyait dans l'électricité l'énergie pouvant permettre à l'énergie humaine une forte intensification. Comme si, intrinsèquement, il considérait l'amour comme étant la plus optimale des énergies. Alors bien évidemment, il n'y est pas arrivé de son vivant, mais je suis convaincu que ses travaux seront perfectionnés et qu'un jour son souhait le plus cher se réalisera. Et cela me donne envie de vous poser une question. Certes, son projet était très ambitieux, et certes, il ne faut pas se comparer. Mais sachant, comme il le dit très bien, qu'on fait tous partie d'un tout et que chacune de nos actions aura un impact dans ce tout,
Alors dans le but d'intensifier l'amour avec vos qualités qui vous sont propres, vous, que ferez-vous? À quoi ça sert de sauver la vie quand on voit ce que vous en faites? Tu as raison Lilou, mais il y a tout de même des choses magnifiques qui valent la peine d'être sauvées. De belles choses. L'amour. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si comme moi vous êtes un grand curieux ou une grande curieuse et que vous aimez mettre votre nez là où la science n'ose pas trop aller, eh bien abonnez-vous. Je vous promets que ma chaîne va être remplie de surprises. Je vous embrasse et je vous dis à dans quelques mois pour une prochaine vidéo. Ciao!